4 mètres à Mâcon. Les activités nautiques prévues sur l'esplanade d'Alain-Martine ce week-end ont donc dû être annulées. En revanche, Dijon-Plage débute, mais pas sûr que l'eau du lac Kyr soit déjà à bonne température pour se tremper les pieds. L'actualité en Bourgogne, c'est aussi sur Internet et les réseaux sociaux où vous pouvez commenter notre émission spéciale 100 ans d'aviation à Dijon. Nous retrouvons tout de suite Lilian Melet et Éric Sicot depuis la base aérienne 102 de Dijon-Longwy. Deuxième partie de cette voie libre spéciale consacrée à la fin de la BA 102 de Dijon-Longwy. On a parlé de son histoire, de ce qui s'y passe encore. On va se pencher maintenant sur la suite avec le colonel Pierre Réal, dernier commandant de cette base. Rebonjour, colonel Réal. Le drapeau du régiment ou de la base vous a rejoint, on en parlera. Absolument. José Almeida, maire de Longwy, vice-président du Grand Dijon. Et le colonel Bertrand François qui va commander l'école de gendarmerie qui s'installe sur le site. C'est un des thèmes dont nous allons parler maintenant. Bonjour. Oui. Alors tout d'abord, cette base aérienne qui ferme, c'est le 5e employeur de Côte d'Or qui ferme. Comment vous avez réussi à surmonter ça? C'est une catastrophe économique quelque part pour le Grand Dijon? C'était une très mauvaise nouvelle en fait quand c'est tombé en 2014. Et c'est vrai que nous avons dû faire face, selon la devise de Guy de Mer, face à cette très mauvaise nouvelle et en proposant un nouveau projet. Vous n'avez pas réussi à faire pression finalement alors? Est-ce que c'est un échec quelque part des politiques de la région? C'est vrai que c'était une décision d'État qui était une décision géostratégique en fait, que de décider d'arrêter, de fermer cette base comme d'autres avant, à Reims par exemple. La différence c'est que nous souhaitions que ça ne devienne pas une friche quoi. Donc nous avions eu là pour le coup la volonté de rebondir et de proposer autre chose grâce à l'appui de personnalités politiques importantes. On va dire qu'en simultané, il y a le départ de la base aérienne et puis il y a l'arrêt en grande partie des lignes régulières de l'aviation civile qui utilisait aussi ces pistes. C'était un double coup en réalité, un double coup d'arrêt en fait. Vous avez totalement raison de dire ça. Ça a été très compliqué de gérer cette situation pour les élus locaux que nous sommes. Pour autant, on a eu des appuis majeurs, décisifs, notamment de la part de François Rebsamen, qui était alors ministre et président du Grand Dijon, qui nous a permis en fait d'avancer à la fois sur le projet d'école de gendarmerie, mais aussi sur la création d'un syndicat qui gère aujourd'hui, grâce au Grand Dijon et à la Grande Région, l'aéroport et sa zone d'activité. On va y revenir. Alors parlons de l'installation de l'école de gendarmerie. À la base, elle fait 500 hectares. Actuellement, vous allez en prendre 200? Pas loin de 200, 170, puis principalement les espaces bâtis, pas les pistes évidemment. Alors pourquoi une nouvelle école de la gendarmerie? Vous nous avez dit en préparant l'émission qu'il y en a une qui a fermé il n'y a pas très longtemps au Mans. Pourquoi en recréer une aujourd'hui et pourquoi ici? Alors effectivement, on a fermé quelques infrastructures de formation il y a quelques années de ça parce que les effectifs se réduisaient. Et puis, compte tenu des renforts d'effectifs liés aux événements dramatiques qu'on a vécus, la gendarmerie a décidé de rouvrir une nouvelle école de formation de sous-officiers. Ça représente combien de personnes? Est-ce qu'on peut faire une comparaison avec ce qu'était la base aérienne avant? Alors, c'est difficile de comparer les deux structures puisque nous aurons à la fois des cadres et des élèves. Alors, les élèves, à terme, fin 2017, il y aura 6 compagnies à 120 élèves, ce qui fera 720 élèves, et environ 190 cadres. Et ils vont arriver quand, pardon? Alors précisément, les premiers élèves arrivent le 18 octobre, une compagnie de 120. Donc les 120 premiers jeunes franchiront les grilles de l'école le 18 octobre. Et puis nous aurons tous les 15 jours une nouvelle compagnie jusqu'à 4 fin 2016 et les 2 suivantes sur les 6 fin 2017. On voit pendant qu'on parle des images de l'école de Tulle, alors qui n'est pas exactement comparable puisque c'est pas complètement des sous-officiers, je crois, mais ça ressemble dans l'activité. Est-ce que vous reprenez les bâtiments? Qu'est-ce que vous reprenez en fait, pour être concret? Oui, on sait qu'il y avait eu 20 millions d'euros d'investis, notamment pour l'arrivée des états-majors il n'y a pas si longtemps que ça, c'était en 2012. Alors, est-ce que ces 20 millions, ils sont complètement gâchés ou est-ce que quand même, ça va vous servir à vous?
Ah, ils sont pas du tout gâchés parce qu'on récupère de magnifiques bâtiments, donc on va réutiliser dans leur fonction d'état-major, hein, puisque mes cadres ont besoin de bureaux, etc. Donc on reprendra une grande partie des installations, essentiellement le quartier Ferber où on se trouve actuellement. Voilà. Il y a des hangars de stockage, c'est très pratique, des magasins d'habillement gigantesques, et puis 2 grandes salles aussi. On peut former nos jeunes parce qu'ils sont formés aussi dans des salles de cours avec des ordinateurs, mais formation physique, intervention, tir, on a un stand de tir, donc ça correspond vraiment très très bien à ce qu'on recherche dans une école. L'armée de l'air avait des sites périphériques extérieurs autour de Dijon, vous allez les conserver aussi? Oui, on conserve 2 sites. Donc Chenôve, un champ de manœuvre qui est un chantier mais qui reste champ de manœuvre sur le plateau de Chenôve, où nos jeunes iront s'exercer au rudiment du combat. Et puis Épagny, plus au nord, où là on va créer un champ de tir. Là c'était à l'origine un champ de tir air-sol. Pour les avions. Ouais. Voilà, pour les avions. Donc là ça sera plus modeste, ça sera pour le fusil jusqu'à 300 mètres. Et puis aussi une zone de manœuvre. Donc voilà, ça nous fera presque 300 hectares en tout. Donc vraiment, c'est parfaitement adapté à la formation des jeunes. Et est-ce que cette école dijonnaise ou lonvicienne aura une spécificité par rapport aux autres écoles de gendarmerie? Non, elle sera gâtée parce qu'elle sera dans un magnifique site et elle n'aura pas de spécificité. Non, elle formera des sous-officiers, de jeunes sous-officiers. En revanche, le schéma n'est pas figé parce que les infrastructures sont très très importantes et encore de la marge pour accueillir peut-être d'autres structures de formation, mais rien n'est décidé, mais il y a un gros potentiel et on compte bien l'exploiter. José Almeida, on se trompe si on dit que c'est pas tout à fait la même population qui va arriver, c'est-à-dire qu'on avait des militaires de l'armée de l'air qui étaient installés ici avec leurs familles. Là, vous allez avoir beaucoup de stagiaires qui vont tourner sur des périodes courtes, c'est pas la même chose en fait. Oui, mais il y aura quand même des permanents. C'est sûr que le point commun, ce sont des militaires. C'est vrai aussi qu'il y aura moins de familles puisque il y avait 1200, voire même plus en fait, militaires de l'armée de l'air présents auparavant. Et c'est vrai que les gendarmes sont à la fois des cadres, on l'a dit, avec leurs familles, qui seront accueillis sur Longwy, sur Dijon, sur Rouge, sur la Côte d'Or. Mais il y a aussi les élèves. Donc c'est vrai qu'ils ne viendront pas avec leur famille. C'est là peut-être et sans doute la différence. Mais toutes ces personnes vont vivre ici sur notre territoire. Colonel Réal, comment se passe la transition? Vous leur donnez les clés régulièrement? Comment ça se passe avec les gendarmes? Non, c'est pour l'instant, voilà, ils sont, on les accueille sur ce qui est encore la base aérienne. Effectivement, on en plaisante parce que quand la base aura cessé d'exister, on se retrouvera dans la situation inverse à avoir des gens de chez nous qui seront gentiment locataires chez la gendarmerie. Voilà. Donc oui, effectivement, on a tout un travail à faire en commun, effectivement, d'appropriation des lieux, comme l'a expliqué le colonel François, et nous de transmettre notre mémoire sur les lieux, de les laisser faire les travaux dont qu'ils ont besoin de faire, puisque une base aérienne c'est pas une école, il manque un certain nombre d'infrastructures, donc les équipes de la gendarmerie s'en occupent. Et puis petit à petit, au fur et à mesure que notre activité à nous diminue, que leur activité à eux monte en puissance, il y a une espèce de transition naturelle qui se fait. Voilà. José Almeida, vous l'avez évoqué tout à l'heure, on a dit 500 hectares. Globalement, il va rester 300 hectares non utilisés. Il y a des pistes, il y a des hangars, il y a beaucoup de place. Qu'est-ce que vous faites pour que tout ça ne devienne pas une friche? Est-ce que vous faites quelque chose? Est-ce que vous y arrivez? Bien sûr, on a fait depuis, je vous l'ai dit, depuis 2014 avec la création du syndicat. Donc l'aéroport que maintenant je préside en fait est non seulement un aéroport qui était en fait un produit d'appel qui est basé au sein d'une zone d'activité économique. Cette zone d'activité économique s'est traduite en fait par des hangars qui sont maintenant occupés par des entreprises. Depuis environ 6 mois, nous sommes passés de 3 entreprises à l'origine qui étaient installées sur le site à 11. Donc en quelques mois, vous voyez, nous développons en fait pour tout type d'activité en donnant une priorité à l'aéronautique. On voit des images de Francine qui est spécialisé dans la préparation des voitures de course. Ce qui n'est pas aéronautique là pour le coup. C'est pas aéronautique. Bien sûr, c'est principalement aéronautique évidemment, oui, et pas seulement. Et d'autres vont arriver alors.
D'autres sont en train d'arriver, donc nous en sommes à 11. Nous sommes présents dans tous les salons internationaux en fait, aux côtés de notre exploitant à la SNC-Lavalin, donc au Bourget, à Genève, pour prendre des rendez-vous, faire visiter le site. C'est ce qui nous a conduit en fait à obtenir ces 11 entreprises au total, avec 70 emplois au total sur notre site. Vous espérez aller plus loin? Il y a de la marge pour aller plus loin, ou la crise économique actuelle, elle fait que c'est difficile aussi de remplir un lieu vous comme voyez que c'est l'inverse, puisque, comme je vous l'ai dit, on passe de 3 à 11 entreprises. Non seulement ça, mais nous sommes arrivés, parce que nous avons beaucoup de liens aussi avec les entreprises de la zone industrielle, qui est à 2 pas. Et donc, nous sommes arrivés à un solde positif en matière d'emploi. C'est vrai que nous avons traversé une grave crise. À Longville, il y a eu 2 fermetures d'entreprises, mais nous sommes parvenus, donc, il y a peu, à un petit en matière d'emploi, avec la création en plus d'une extension sur le secteur de Beauregard qui concerne Longville et Auge. Donc vous voyez que tout cela se tient et que le développement économique est bien présent, et il y a une nouvelle dynamique qui est en train d'être engagée et qu'on retrouve. Colonel François, ça pose pas de problème, ça, cette proximité avec un site militaire et des entreprises entre guillemets privées, pour la sécurité notamment? Alors, aucun problème. Le gendarme, il va au cœur de la ville, au cœur des villages. Donc, il n'y a jamais de problème à cohabiter de façon très proche avec des entreprises. Non. Il y aura une clôture qui sera érigée pour marquer les espaces. Je crois en revanche que l'arrivée des gendarmes est très bien vue et appréciée de toutes les entreprises, parce que voir des gendarmes dans son environnement, ouais, ça rassure. Et puis, ça fait pas que rassurer, c'est efficace. Bon. On n'a pas parlé vraiment de la cible en fait des élèves eux-mêmes. Comment ils sont choisis? Ils sont choisis ici, ça se passe national? Alors, ils viendront de toute la France, puisque nos jeunes officiers sont recrutés par concours, comme tous les fonctionnaires ou assimilés de catégorie B, donc concours national, 25 000 candidats, donc c'est énorme, et en fonction de leur classement, mais ils sont incorporés par promotion, et ils viendront de toute la France. Avant, on pouvait, dans l'ancien système, effectivement affecter le Breton à l'école de Châteaulin, le gars de l'Est à l'école de Chaumont. Aujourd'hui, donc on aura la chance, la Bourgogne aura la chance de voir défiler des jeunes de tous les horizons, et peut-être mais ils reviendront, certainement qu'ils reviendront, peut-être s'y installeront-ils aussi. Quand on prend comme gendarme une base aérienne, on s'aperçoit qu'on est soumis à quelques obligations. Vous avez rencontré des agriculteurs, vous allez aussi devenir vigneron. On peut le dire comme ça. Parce que c'est la seule base à avoir une vigne. Voilà. Je pense que l'obligation, c'est d'assurer une transition en souplesse. Bon, et à ce sujet, je voudrais remercier la base aérienne, le Colonel Réal, les élus, toutes les parties prenantes, le Grand Dijon. On est reçus magnifiquement. Voilà. Du côté de l'armée de l'air, on peut imaginer qu'il y a de la nostalgie, évidemment. En revanche, il n'y a absolument aucun frein. Tout est fait pour que notre installation soit facilitée et dans les meilleures conditions possibles. Et nous, de notre côté, il faut qu'on assure cette transition en souplesse. Il y a des traditions qu'il faut faire perdurer. La vigne, donc plantée en 85 à l'arrivée des Mirage 2000, le clogui de mer va perdurer. Voilà. Je peux vous dire que c'est une mission qu'on reprend avec beaucoup de plaisir. Il s'appellera toujours clogui de mer. Simplement, on mettra au lieu que sur l'étiquette on mette BA102, ça sera école de gendarmerie de Dijon. Voilà. Et puis pour le reste, pour les agriculteurs qui exploitent, évidemment, je les ai déjà reçus. On va continuer à utiliser leurs services. Enfin, c'est un lien qu'on va garder. Ils sont nombreux, José Almeida? Oui, ils sont 5 agriculteurs en fait qui interviennent sur l'ensemble du site des 500 hectares, y compris sur la partie aéronautique aéroportuaire. Il nous reste peu de temps. Allez, une grosse minute d'émission. Colonel Réal. Le drapeau. Colonel l'a dit. Alors, le drapeau. On va revenir après. Oui, on finira par le drapeau. Un mot quand même. Il y a forcément une forme de nostalgie. Enfin, c'est pas une mission comme une autre de fermer une base comme celle dont on vient de parler. Bon, c'est évident. Vous avez rappelé en début d'émission, tout le poids du passé qui est autour de la base aérienne. Et c'est vrai que quand on se retrouve à être le dernier commandant de base et à donner, alors effectivement, il y a une nostalgie. Vous avez raison. Il est évident que cette nostalgie, heureusement, elle est tempérée par le fait que on sent qu'il y aura un avenir derrière, une renaissance du site. Et ça, c'est vraiment un facteur très positif. Et le fait que ça reste militaire, c'est important. Et le fait que ça reste militaire, c'est effectivement important. Les traditions, restent entre guillemets en famille. Alors on l'a dit, on a installé le drapeau. C'est le drapeau de la BA102. C'est ça. Quelle histoire il a, ce drapeau? Alors oui, historiquement, le drapeau qui était sur la base aérienne 102 était le drapeau. On n'a pas le temps de le développer, mais de ce qu'on appelait la deuxième escadre de chasse, qui maintenant est à Luxeuil, sur la base aérienne de Luxeuil. Donc c'est Luxeuil qui a repris le drapeau que nous avions auparavant. Mais j'ai obtenu, pour pouvoir faire vivre la base jusqu'à sa fin, ce drapeau du groupe de chasse 3 de Alsace. Et
qui va se passer le 30 juin alors Eh bien, le 30 juin, voilà, j'aurai la lourde tâche et je peux vous dire que là, pour le coup, il y aura vraiment un serrement de cœur à prendre ce drapeau, à le plier, à le donner au représentant du chef d'état-major de l'armée de l'air qui sera là et ensuite il partira au service historique. Merci, c'est la fin de cette émission spéciale. Merci de nous avoir suivis. Merci à nos invités, merci à l'armée de l'air de nous avoir accueillis. Et on se quitte avec des images et des souvenirs de cette BA-102 de Dijon-Longwy. Au revoir et merci.